Vous voyez que nous sommes déjà en direct. Généralement, il est de coutume qu'on donne le temps aux internautes de se connecter avant qu'on ne puisse partir le décor. C'est vrai que les questions qu'on devait lancer à 19h30, compte tenu de certaines réalités, on a plusieurs retards de pratiquement 22 minutes. Donc le temps pour nous d'attendre que les internautes se connectent. Voilà. Ok. Donc déjà, il faut préciser que l'objet de notre live est déjà article sur le TGV de l'info. Donc, je vais annoncer ce live spécial aux environs de 16 h. Parce qu'il fallait que vous finissiez avec la procédure judiciaire que vous avez entendue. C'est vrai, on ne parvient pas à voir le nombre de personnes, mais lorsque je vois les cœurs qui circulent, cela veut dire qu'il y a des personnes qui sont. Nous avons 71 personnes actuellement, 74 déjà connectées. Alors, je vais déjà ici dire l'objet de notre rencontre ce soir porte sur un commandant de compagnie à la personne de Jean-Claude Ndongo. Il est commandant de la compagnie de Yaoundé Premier. Je crois que c'est au niveau du lac, au niveau du lac, au quartier général. On appelle cette zone comme ça, au niveau du lac municipal. Alors, la plainte porte, je vais lire ici l'objet de la plainte que vous avez déposée aujourd'hui à travers votre association dénommée Association Justice. Donc, Monsieur le Président. Donc, le Président, aujourd'hui, c'est le 15 avril, vous avez déposé des plaintes conjointes notamment au bureau de dénonciation et archives. Vous avez déposé une plainte, elle est adressée à Monsieur le ministre de la Défense, au secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie. On appelle également le CER dans notre jargon. Et effectivement, comme vous pouvez le constater, cette plainte a été déposée contre des charges. Vous pouvez voir les signatures, les estampilles. Donc, ici, la plainte porte sur contre Monsieur Ndongo, le commandant de gendarmerie de Yaoundé Premier, pour séquestration, menace à main armée, mise en danger de la vie des mineurs de 2 ans et 3 ans, signature par contrainte. Alors, je vais ici lire in extenso ce qui est écrit dans la plainte. À l'honneur de vous exposer que le 9 avril 2019, alors que j'avais défilé à une convocation du commandant de compagnie de Yaoundé 1, j'ai été séquestré et déféré au parquet par celui-ci pour trouble de jouissance. Une plainte déposée par une dame qui a voulu entrer contre mon gré, notre gré autant pour moi, dans le site qui abrite notre entreprise. Et l'on a exigé que je signe un engagement, faute de quoi je serai jeté en prison. Que pendant ma séquestration pour trouble de jouissance, qui ne peut justifier une garde à vue au vu de l'article 118 du Code de procédure pénale, qui prévoit que toute personne ayant une résidence connue ne peut faire l'objet d'une garde à vue, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Et pourtant, je serai détenu par le commandant qui va même me déférer au parquet où je serai élargi. Il se trouve que j'ai la charge de mes 2 enfants de 2 et 3 ans qui, pendant ma séquestration, ont passé toute une nuit seuls dans la maison, voire constat d'huissier et dossier médical 6 juin. Ils ont pleuré toute la nuit, ne me voyant pas rentrer, puisque leur nuit rentre toujours à 17 h, sachant que moi-même je viens à la maison à 17 h 05. Rappelons que mon domicile est dans le même immeuble que mon bureau. Que l'homme me privera d'ailleurs de mes téléphones, m'empêchant ainsi de prendre les dispositions de cette situation. C'est pourquoi je sollicite votre intervention pour cette violation flagrante et grave de mes droits et de ceux de mes enfants qui ont subi un préjudice énorme tel que le relève le dossier médical 6 juin et en cours. En tant que président d'une association de défense des droits de l'homme, je suis davantage peiné de subir personnellement ceci. Devons-nous rappeler que nous sommes dans un état de droit? Monsieur le ministre de la Défense, le secrétaire d'État de la Défense, sachez que Sieur Ndongo a mis en danger non seulement ma vie, mais aussi celle des 2 nourrissons de 2 et 3 ans, en me séquestrant, en ternissant ainsi l'image de la gendarmerie. Ces actes n'honorent pas le prestigieux corps de gendarmerie nationale. Je viens donc me remettre à votre sagesse afin que justice soit faite. Une copie a été remise au commandant de Légion du Centre, au commandant de groupement ainsi qu'à la presse.
le président national, Prince Jonathan Ty, fait à Yaoundé le 15 autant pour moi, avril 2019, courrier bien reçu au ministère de la Défense, au secrétaire d'État de la Défense et au commandant de la Légion des journalistes. Alors, pour échanger à ce sujet, aujourd'hui, je suis avec le président de Voice Radio, promoteur de Voice Radio situé à Yaoundé, au Carrefour. On appelle ça au Carrefour, Hôtel du Plateau. Il s'agit de Paul Désibia. Également, nous avons avec nous ici le révérend père Jean-Marc Olabébé, que vous connaissez, Jean-Jacques Olabébé, que vous connaissez, très célèbre sur la toile, qui est l'un des témoins qui a vécu la scène. Alors, avant de commencer, je vais d'abord passer un bonsoir à mon co-modérateur Paul Désibia. Bonsoir Paul Désibia. Bonsoir Paul Chuta. Bonsoir également à tous les internautes qui nous regardent ce soir. Justement, Prince Jonathan Ty nous a conviés ici pour évoquer cette question de plainte déposée contre un commandant des brigades, de compagnie, on doit le dire comme ça, monsieur Ndongo. D'abord situer les internautes qu'il occupe un local qu'il a dit être commercial. Maintenant, une dame se serait amenée, lui demandant de sortir, de libérer l'espace. Non, qu'elle veut entrer pour faire les travaux. Du moins, qu'elle veut entrer pour faire les travaux. Maintenant, il a dû faire une convocation. On aimerait comprendre dans quelles circonstances vous rencontrez pour la première fois cette dame qui se retrouve en train de vous demander de libérer un immeuble que vous louez, un espace que vous louez pour vos activités commerciales. Alors, avant d'arriver au principal concerné, nous allons dire un bonsoir au révérend père Jean-Jacques, c'est ça? Jean-Jacques, voilà. Tout à l'heure, j'ai coché votre prénom. Comment vous allez? Bonsoir, monsieur Paul Chuta. Bonsoir à Paul Désibia. Bonsoir également à Prince Jonathan Ty, Prince Pasteur Jonathan Ty, il faut le préciser. Je voudrais également saluer tous les internautes qui nous regardent et qui nous écoutent actuellement. Et bien, je me porte comme le Cameroun. Dans tous les cas, lorsque vous avez à cœur, n'est-ce pas, les problèmes des Camerounais, forcément, vous voyez que ça va mal et on ne peut pas être très à l'aise, surtout que nous sommes là, nous sommes interpellés par rapport à un problème d'injustice. Et vous savez, dans les temps où il n'y a plus de justice, ça veut dire que c'est la débandade, c'est du n'importe quoi, c'est même parfois des règlements de compte. Et il faudrait éviter que cela n'arrive au Cameroun. Parce que les gens pensent que parce que vous avez peut-être un petit pouvoir, vous pouvez poser des actes alors qu'il y a des règles qui doivent, n'est-ce pas, régler certains problèmes. Alors vous sortez des règles pour vos intérêts. Nous pensons qu'en ce moment-là, il est question de dénoncer cela la dernière énergie. C'est la semaine sainte. Je pense que l'Esprit Saint est avec nous ici. Et je crois que nous allons donner notre voix comme d'habitude pour que les choses avancent dans notre pays. Même si c'est une seule personne qui nous écoute, nous pensons que le message va faire tache d'huile et que des solutions seront trouvées, n'est-ce pas, aux maux qui minent notre société au jour d'aujourd'hui. Bonsoir encore à vous. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. D'accord. Bonsoir, chers internautes. J'ai été encore ici. Mais avant de continuer, il faut dire, j'ai tout avec moi un dossier. Ici, j'ai le constat, le procès verbal du constat d'huissier que nous allons exploiter d'un moment à l'autre. Tous les dossiers sont là. Nous avons également le certificat médico-légal qui établit que les enfants ont subi des préjudices. On parle ici des douleurs abdominales évoquant depuis 3 jours, puisque effectivement, à ma foi, vous avez passé 3 jours en détention et vous pouvez tout constater. Mais avant de continuer, je pense qu'on va donner la parole au principal conseiller. Alors, le Prince Jonathan Ty, est-ce que vous pouvez dire aux internautes ce qui s'est réellement passé, puisque vous êtes la personne conseil? Merci déjà pour cette attention que vous me portez. Vous pouvez parler un peu plus fort, les internautes. Oui, je dis merci de l'attention que vous me portez. Je crois que tout décommence parce que je ne voulais pas, pour ne pas effriter, pour ne pas faire un déséquilibre dans la procédure judiciaire. Je ne veux pas parler du problème du fond, du problème que j'ai avec l'affaire pendant ta justice. Je préfère parler de l'injustice dont j'ai subi. C'est-à-dire que l'affaire de la justice, est-ce que la femme a raison, est-ce que j'ai raison? Non, moi je ne veux pas parler de ça. Parce qu'il appartient à la justice de le déterminer. Mais je voulais parler de fait, de ce qui fait la réunion de ce soir, ou alors l'objet de cette plainte. L'objet de cette plainte, c'est quoi? C'est que le 9
le 8 avril, je reçois une convocation de M. Ndongo, qui est le commandant de compagnie de la brigade de gendarmerie de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1. Il m'invite à me présenter à ses bureaux pour affaires me concernant, c'est-à-dire que je ne connais même pas de quoi il est question. Et tout naturellement, je me déplace comme n'importe quel usager, c'est-à-dire que j'arrive, et quand j'arrive, eh bien, on me dit, bon, asseyez-vous, je m'assois, vous avez votre carte d'identité, je prends ma carte d'identité, je donne, mes téléphones, vous avez le téléphone, oui, déposez vos téléphones là-bas. Bon. Pour moi, je ne me rends pas compte qu'en réalité, c'est programmé, c'est-à-dire que ce qui doit m'arriver est programmé, c'est-à-dire que eh bien, déjà je suis entendu sans mes avocats, c'est-à-dire qu'on me demande d'être entendu, on commence à m'auditionner, et pendant qu'on est en train de m'auditionner, c'est comme ça que les gens m'assaillissent, des questions, bon, soit. Je tiens à vous rappeler qu'on finit de m'entendre là sur place, on a commencé l'audition, je crois, vers 11h ou 12h, c'est pas très bien. L'audition finit vers 16h, 17h. Et on finit l'audition, on commence directement la confrontation. Ça veut dire qu'on ne m'offre pas la possibilité d'amener mes témoins, on ne m'offre pas la possibilité d'amener mes témoins, les preuves. Parce que si on vous a convoqué, déjà que je ne savais pas de quoi il est question, il n'y a pas de preuves, donc il n'y a pas question de rentre, tu reviens, non. C'est là sur place. Et quand on finit, le monsieur qui m'entendait, monsieur Ekima, appelle son... En fait, il appelle au téléphone. Et oui, mon commandant. Oui, mon commandant. J'entends seulement, oui, mon commandant. À vos ordres, mon commandant. Immédiatement, il me dit qu'on m'a demandé de te placer en garde à vue. Je dis, c'est qui? Il me dit que c'est le commandant de compagnie. Je dis, est-ce que je peux lui parler? Il me dit, non, non, il a dit qu'il n'est pas, on l'a opéré au pied. Non, il a dit qu'il ne peut pas parler. Je dis, mais attends, il s'agit de quoi? La plainte est énoncée. On dit que c'est trouble de jouissance. Je tiens déjà à vous rappeler que dans le contexte, le motif de trouble de jouissance ne tient pas. Pourquoi? Parce que, permettez-moi, je vais vous montrer quelque chose dans le code pénal. C'est important. Le code pénal, en son article 239, pardon, vous me permettrez. Je crois que je voudrais que quelqu'un d'autre lise, parce que si je lis, on dira que c'est moi. Je voudrais que vous lisez 239, trouble de jouissance. Donc, oui, nous sommes ici avec le code pénal camerounais, en son article 239, avec le titre trouble de jouissance. Je vais lire ce qui est mentionné. Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 1 an celui qui, dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique, pénètre sur les terres occupées paisiblement par autrui, même si elle lui appartient. Voilà ce que stipule l'article. Celui qui entre dans les terres d'autrui, les terres. Donc, on n'a pas parlé ici d'un immeuble, d'un local, non. Admettons même que ce soit même un local. Dans notre contexte, nous sommes, l'on nous parle, nous avons un local que nous louons à titre commercial et que nous occupons, nous avons des contrats de bail en cours de validité, c'est-à-dire que ce n'est pas fini. Alors quelqu'un vient et dit que lui, il voudrait que nous nous mettions dehors, ou alors que lui veut faire des travaux. Nous nous opposons, ce qui est d'ailleurs normal. Malheureusement, la personne va porter plainte. Nous, c'est plutôt nous, quand j'arrive là-bas, moi, on m'arrête plutôt pour trouble de jouissance. Pourtant, logiquement, c'est nous qui devrions nous plaindre pour trouble de jouissance, ou alors, ou tout au moins, pour violation de domicile. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'excès de pouvoir exercé contre vous par le commissaire, le commandant de compagnie? C'est la raison pour laquelle j'ai déposé une plainte. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé une plainte. Est-ce que vous n'avez pas eu d'antécédent avant? Non, je n'ai pas souvenance que vous vous retrouviez sur cette demande avec le commandant de compagnie. Je n'ai pas de souvenance que ce monsieur et moi, que nous ayons eu une accolade quelconque de toutes les façons. Alors, je vais continuer toujours sur le plan légal, parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qui est constitutif du délit que je décris ici. Alors, ce qui pose problème, c'est que maintenant, lorsque je prends, lorsque le monsieur dit qu'il me place en garde à vue, nous allons prendre aussi le code de procédure pénale. Vous êtes devenu un très grand lecteur. Non, il faut que les Camerounais apprennent à lire. C'est très important. Le fait que les Camerounais ne lisaient pas, on n'a pas besoin d'être allé à l'école pour connaître son droit. Non, même pas le cours de droit. Nous les enseignons là. Exactement. Le code de procédure pénale, en son article 118 qui parle de la garde à vue. Effectivement, nous sommes ici à l'article code de procédure pénale. Nous sommes nouveau code de procédure pénale, édition CEMA. Nous sommes de la garde à vue, section 4 de la garde à vue. 118, article 118. Alinéa 2. Alinéa 2. C'est très important. Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant, et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à vue. Voilà ce que dit l'article 118 en son alinéa
Oui, dans mon cas, le fait qu'on me convoque, j'ai une maison, je crois que ici chez moi, vous êtes ici à mon domicile. Ça veut dire que logiquement, je ne sais pas. Et vous êtes très connu dans la capitale. Très très connu. Vous êtes président d'un parti politique, président d'une association, on vous connaît. Et en plus, j'estime, si peut-être le commandant avait estimé peut-être qu'il craignait peut-être que je fuis, ou bien il aurait peut-être dû me demander peut-être une caution. Effectivement. Quelque chose dans ce sens, c'est-à-dire qu'il me demande, puisque conformément à la loi, il n'avait pas à m'arrêter. La loi prévoit que si vous avez une résidence connue, ou alors si vous êtes, et qu'il n'y a pas eu crime ou délit flagrant, et dans le cas de ce qu'il n'y a pas eu délit flagrant, puisqu'il m'a convoqué, le délit de trouble de jouissance dans le contexte que je vous ai appelé et vous ai indiqué ne tient pas. On ne peut pas parler de trouble de jouissance, ça ne tient pas. Effectivement, si on s'en tient à ce que si on s'en tient à ce que c'est plus la loi, et ce que je suis en train d'énoncer, ça ne tient pas. Alors, j'ai estimé que c'était une violation flagrante et grave de mes droits. Pire encore, je suis entendu sans mes conseils, je suis entendu le même jour, je n'ai pas le droit d'amener mes témoins, parce qu'il faut rappeler que dans une procédure, vous avez le droit d'amener vos témoins. Est-ce que vous avez exigé ça? Est-ce que vous avez proposé? Monsieur, est-ce que vous avez demandé que vos conseils soient là? Naturellement, déjà, je tiens à vous rappeler que comment, quand vous entendez déjà qu'on commence à auditionner le même jour on fait la confrontation, le même jour on scelle le dossier, il y a quand même un problème, monsieur Bia. Quand même, vraiment, nous ne le leurrons pas. Alors, je me suis donc interrogé. Et dans ce contexte, il faut rappeler que je vis seul avec mes 2 enfants, comme vous voyez. Je vis avec 2 petits-enfants ici chez moi. Alors, le matin, lorsque je sors, je laisse ma ménagère, c'est-à-dire qu'elle sait que le soir, puisque mon bureau est au 1er étage, nous sommes ici au 4e étage et mon bureau est au 1er étage. Alors, elle sait que le soir, quand elle veut rentrer, les enfants généralement dorment. Donc, elle sait que maximum, lorsque je remonte vers 17h10, 17h20, après qu'elle soit partie, je vais retrouver les enfants et tout. Donc, ce jour-là, ce qui pose problème, véritablement problème, c'est que ce jour-là, du fait de cette garde à vue abusive, j'ai dû abandonner mes enfants ici, et ce qui a causé ce préjudice que vous pouvez constater ici, que j'ai fait constater par voie d'ici. Parce que pendant que j'y étais, il faut rappeler qu'un incident s'est produit là-bas à la brigade. Pendant que j'y étais, vous savez que lorsque vous n'êtes pas habitué à être dans un endroit réduit, j'ai commencé à suffoquer. C'est ainsi que les personnes avec lesquelles j'étais gardé à vue se sont mis à crier. Et en criant, ils appelaient chef sec. Chef sec, il y a une dame qui est sortie. On était aux environs de 5h, 5h30 comme ça. Une dame est donc venue ouvrir donc la cellule. Elle m'a donc fait sortir pour que je prenne un peu d'air. Et c'est pendant ce temps-là que je lui informe. Donc voilà, les enfants sont restés. Est-ce qu'on ne peut pas appeler? C'est à ce moment-là qu'on appelle. Donc on prévient donc ici chez moi, la ménagère. Et l'huissier vient donc constater que mes enfants sont embastillés, comme vous voyez, comme ils ont été. Parce qu'ils ont passé la nuit ici seuls, à 2. Des enfants de 3 ans. Un enfant de 2 ans. Voilà d'ailleurs. Un enfant de 3 ans et l'autre, son petit frère qui a 2 ans. Pendant 3 jours. Et comment est-ce qu'elle subvenait? Elle mangeait quoi? Non, je crois qu'on a dû faire appel simplement à. Comme j'étais là-bas, j'ai dû faire appel à des personnes qui sont venues. Parce qu'au moment où on m'a laissé le téléphone, c'est là où ils sont venus. Mais est-ce que la ménagère elle-même, quand elle partait, toutefois ayant constaté que vous n'étiez pas elle n'a pas besoin de constater. Je vais vous expliquer. Je crois que si vous lisez le constat, cette femme travaille ici chez moi depuis 3 ans, 3 ou 4 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que mon bureau est au 1er étage de cet immeuble. Moi, nous sommes ici au 4e étage. Alors, quand elle arrive, elle a sa clé. Ça veut dire que quand elle sort le soir, quand elle a fini son travail, elle descend, elle part. Elle n'a pas besoin de s'arrêter puisque c'est que les enfants dorment. Donc, moi, je rentre à 17h. Elle-même finit son travail à 17h. Généralement, on se croise aux escaliers. Ou tout au moins 5 minutes ou 10 minutes après, je suis là. Donc, elle n'avait pas de raison de s'inquiéter, en tout cas, dans tous les cas. Alors, c'est donc comme ça donc, que les enfants se retrouvent donc, en train d'être embastillés. C'est la raison pour laquelle j'ai été vraiment très peiné et très gêné de cette situation que j'ai beaucoup déplorée. C'est la raison pour laquelle je me suis indigné et j'ai demandé que... je me suis posé des questions. Pire encore, l'on m'a arrêté et l'on m'a amené, on m'a déféré. Il faut vous rappeler qu'il ne s'est pas arrêté là pour si peu. J'ai été déféré au parquet et c'est du parquet que j'ai été élargi. Vous étiez dans le TPI. Je voudrais que vos réponses aillent vers 2 évocations. Nous dire clairement comment vous avez fait pour vous retrouver, je ne sais pas moi, chez le commandant de compagnie. Pourquoi est-ce que c'est lui qui porte déjà le problème? Parce que si c'est à lui que vous portez plainte aujourd'hui, ça veut dire que vous avez des éléments contre lui. Paul Chouta l'a dit, vous êtes actif, vous êtes très engagé dans des activités politiques.
selon notre petite enquête, parce qu'avant de faire cette interview, nous avons posé des questions quand même autour. Il se trouve que vous êtes en train d'enquêter, vous seriez mixé dans une affaire qui ne vous concerne pas, notamment dans la Haute-Sanaga, où sont mêlés un certain nombre de personnalités qu'on dit très proches avec ce commandant de compagnie aujourd'hui. N'avez-vous pas l'impression d'avoir mis les pieds où vous ne devriez pas? La deuxième chose, c'est que vous reproche-t-on? Comment faites-vous pour vous retrouver face précisément à ce commandant de compagnie? Moi, je pense que c'est... Je continue de croire que c'est le fruit du hasard et que M. Ndongo a été un peu trop zélé, à mon avis. Je ne pense pas, pour ma part, je continue de croire parce que ça n'a pas de raison. C'est-à-dire que il a juste voulu, pour ma part, hein, je peux avoir une mauvaise appréciation, pour ma part, il a voulu faire plaisir à la plaignante. C'est de ça qu'il est question. C'est pas autre chose? Est-ce que vous ne vous êtes pas attaqué dans une certaine démarche je ne pense aux pas. C'est vrai que de la Haute-Sanaga, non, c'est proche à ce ce moment, commandant de compagnie qui certainement en a profité pour exagérer? Actuellement, nous n'avons pas un dossier. Nous avons plutôt un dossier contre un juge qui est plutôt du Sud. C'est-à-dire qu'on a dénoncé. Effectivement, s'il n'y a pas eu un rapport. On a dénoncé plutôt un juge qui est accusé d'avoir bastonné l'un de ses rival, quelque chose comme ça, à Bafia. Donc, il n'est même pas au Sénégal. Donc, en réalité, pour nous dire vrai, moi je pense plutôt que le commandant de compagnie a été un peu trop zélé, à mon avis, parce que pour un problème de trouble de jouissance, vraiment, je tiens à vous rappeler que toutes les personnes à qui j'ai dit que j'étais arrêté pour trouble de jouissance, toutes ces personnes ont été, à mon sens, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. Faire plaisir à la dame, est-ce que c'est pas léger? Bon, que se passe-t-il maintenant tout dépend de ce que peut-être il aurait eu en retour. Je ne sais pas, moi je ne veux pas spéculer, mais sinon, qu'est-ce qui peut justifier ça? Puisque si on parle de tel qu'il dit de violation de domicile. Est-ce que vous n'imaginez pas pourquoi le commandant de compagnie, M. Ndongo, veut absolument en découdre avec vous? Bon, je ne sais pas s'il veut en découdre avec moi, mais toujours est-il qu'il a posé un acte qui est un acte répréhensible, c'est-à-dire qui est une violation grave et flagrante de mes modestes droits. Je prends le cas, je vous ai pris le cas, voilà les carnets médicaux, voilà les certificats médicaux, voilà les procès-verbaux, voilà, et tout ça, ces personnes-là. Vous vous retrouvez avec une famille en péril. Où comptez-vous amener cette procédure? Que voulez-vous atteindre comme objectif maintenant que vous avez engagé une plainte? Je pense que c'est aussi simple que ça. Nous avons déposé une plainte. Nous avons saisi le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, qui est l'organe en charge. Enfin, le ministre de la Défense et le SEG, le secrétaire d'État à la Défense, qui sont les organes en charge. Vous tenez à frapper très fort. Pourquoi? Je crois que c'est légal. Nous ne faisons que déposer des plaintes de manière légale. Vous allez remarquer que nous avons de la plainte. Ce n'est qu'une plainte. Allez, nous déposons une plainte. Est-ce que vous avez pour sentiment que cela va aboutir, monsieur? Pourquoi ça n'aboutirait pas? Que la justice vous estime que... Je voudrais en même temps vous dire qu'il ne faudrait pas que le Camerounais soit fataliste. C'est-à-dire qu'on ne va pas penser que les autorités, tout un ministre de la Défense ou tout un secrétaire d'État de la Défense va cautionner un acte pareil. Vraiment, à un moment donné, il faut qu'on soit un peu sérieux. Mais je peux vous dire ça, mon copain. On a vu un Camerounais qui a passé pratiquement 10 ans en prison. Avec des procès renvoyés 128 fois. Il a fallu que les médias vous dites bien qu'il a fallu. Oui, que les médias en parlent. C'était que les membres de la justice. Oui, justement, mais 128 fois renvoyés devant la justice. Je tiens à vous rappeler que le commandant de compagnie est un outil de la justice, est un ouvrier de la justice. Mais il peut avoir des défaillances parmi les ouvriers de la justice, d'où la nécessité de voir leur hiérarchie. Une plainte contre lui, vous allez où? Vous voulez aboutir à quoi? Vous voulez atteindre quoi comme objectif? Je tiens à vous rappeler que nous avons déposé aussi une plainte au tribunal. Nous avons saisi le tribunal. Vous voulez qu'on l'arrête? Vous voulez qu'il... Monsieur Biya, ce n'est pas moi qui décide de ce qu'on ferait, de ce qui est prévu en de telles circonstances. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons porté plainte. Et dans notre plainte, nous n'indiquons nulle part que arrêtez-le, frappez-le, donnez-lui un coup de poing. Non, nous disons que nous avons saisi la justice et nous voulons que la justice fasse son travail, tout simplement. Alors pourquoi on ne va pas venir commencer à dire que nous voulons que telle chose, telle personne se passe comme ça, que telle action se passe de cette manière ou de cette manière? Non. Nous voulons simplement que la justice, ou alors les autorités en charge de cette affaire, notamment le ministre de la Défense et éventuellement le secrétaire d'État de la Défense, et tout comme le commandant de compagnie, qui est aussi sa hiérarchie directe, et le groupement que nous avons saisi,
qu'ils fassent simplement leur travail. Et nous n'allons pas baisser les bras tant que ce ne sera pas fait. Nous allons toujours continuer à dénoncer, nous allons toujours continuer à courir, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Dans le jour prochain, nous comptons d'ailleurs saisir le président de la République, parce que je parle déjà ici de nous, nous parlons ici parce que je parle dans le nom de l'association Justice dont je suis le président national. Monsieur Biya, imaginez-vous, je suis président national d'une association de défense des droits de l'homme désignée par, ou alors accordée par l'État du Cameroun. C'est-à-dire que c'est l'État du Cameroun qui m'a donné mandat pour le faire. Je suis président national d'une association, d'une ONG pour les droits de l'homme. C'est l'État du Cameroun qui m'a donné ce mandat. Je l'ai avec moi. Imaginez donc qu'un individu, fut-il commandant de compagnie, puisse se lever pour venir violer les droits du représentant ou alors du protecteur, parce que c'est ça le rôle de l'association. Nous sommes là pour la protection des faibles, nous sommes là pour protéger les droits de l'homme. Imaginez donc que nous subissions. Vous voulez dire quoi, président? Nous, bien évidemment, qu'il faut. Non, on n'en est encore pas là. Pour le moment, on a saisi le MINDEF, on a saisi le secrétaire d'État à la défense générale de la mairie, et éventuellement le commandant de compagnie et le groupement. Nous attendons déjà que justice soit. Alors c'est la raison pour laquelle, pour le moment. Je dois peut-être qu'on s'intéresse au père Jean-Jacques Olavébé, qui de fil en aiguille a assisté à cette affaire. Lorsqu'on raconte, on a l'impression que c'est une scène de théâtre. Peut-être il nous dira le sentiment qu'il a, lui qui a donc vécu cette situation, qui certainement relève quelques manquements, des malentendus, des sous-entendus. Quelle est la religion, sinon l'idée, le sentiment que vous avez eu en assistant de près à cette affaire? Merci, monsieur Paul Désibia, de me donner encore la parole par rapport à ce problème qui me fait très mal, ça il faut le dire. Je voudrais commencer par dire à ceux qui nous regardent, parce que je suis en train de regarder, d'écouter les commentaires des uns et des autres. Vous savez, moi j'ai déjà mal du Camerounais, parce que le Camerounais a désormais une animosité face à son frère. On n'a plus, je veux dire quoi, on n'a plus pitié de l'être. Quand je vois les gens se réjouir de la mort des frères, je me pose bien la question de savoir où est-ce qu'on va. Quand je vois des gens se réjouir du malheur d'un être humain, on nous disait à l'époque, même si quelqu'un te faisait quoi, même si tu es ennemi à quel niveau, quand il est couché, inerte, vous devez un temps soit peu respecter le corps qui est là, parce que nous tous nous allons partir un jour. Mais je ne comprends pas comment les Camerounais, il y en a qui vous disent, non, quand celui-là souffre, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Je voudrais dire ici que j'ai très mal. Et je demande à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, quel est l'héritage que nous voulons léguer à nos petits-enfants qui nous regardent actuellement? Mais nous allons arriver à une société où les gens se prennent les machettes, s'entretuent, prennent les cailloux, se visent ça, et puis tout le monde est tranquille. On dit, bon, comme toi tu es, comme ils ont une nouvelle expression, sardina, tontuna, comme toi tu supportes tel, vraiment c'est bien fait pour toi, tu dois mourir. Vraiment, ça fait mal. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, c'est de manière fortuite que je me retrouve avec Prince Jonathan Ti. Moi aussi, vous savez que j'ai ma paroisse non loin de l'Ixono, où le Prince Jonathan Ti habite naturellement. Et pendant que moi je marchais pour aller au niveau de ma paroisse, je l'aperçois dans son véhicule. Il me dit, Padre, je vais pour le saluer, il était au téléphone, il n'a pas eu l'occasion de me dire quoi que ce soit. Il me fait signe, il monte, alors je monte, et c'est comme ça qu'il démarre. C'est quelqu'un que je connais très bien, je n'ai pas besoin de lui demander où est-ce qu'il est de la destination. Pas du tout. Donc c'est comme ça que naturellement on fait le parcours, il est au téléphone, vous avez d'autres personnes et tout et tout. Quand il finit, il me dit, ah Padre, c'est quand même bien, je suis convoqué à la compagnie de Yaoundé. Il me dit, c'est même à quel niveau là exactement? Je lui dis, c'est au niveau du lac là et tout. C'est moi qui lui indique un peu le chemin, qui le situe. Et c'est comme ça qu'on se retrouve là-bas. Malheureusement, ce jour-là, on ne trouve pas l'enquêteur qui était sur le terrain pour gérer un dossier. D'après l'adjudant-chef, on avait rencontré une dame qui nous avait très très bien reçu d'ailleurs. C'est elle qui nous fait comprendre que non, comme vous avez été convoqué pour aujourd'hui, laissez la convocation, je vais dire à l'enquêteur que je connais très bien que vous êtes passé et que c'est moi qui vais demander de partir pour le lendemain.
Et c'est comme ça que nous rentrons. Mais je suis donc surpris. 2 jours après, c'était lundi, mercredi, je suis surpris, je suis couché le matin chez moi, mon téléphone sonne, c'est le pasteur petit Jonathan qui m'appelle, il me dit, Padre, tu es où? Je suis gardé à vue à la compagnie. Je dis, mais attends, comment ça? Une affaire que nous avons regardée tous ensemble pour une histoire où tu es locataire d'un immeuble. Et alors, le bailleur, ton bailleur, vous avez un contrat de bail qui vous lie. Le bailleur, vous expulsez. Il fait, n'est-ce pas, il vous assigne en justice. La justice le déboute, puisqu'il y a des documents qui sont là. C'est-à-dire que la justice le déboute. Et d'ailleurs, parce qu'il est venu poser des actes répréhensibles par la loi chez vous, vous lui portez plainte. Et pendant que vous portez plainte, il ne devait pas. Du coup, il y a un mandat d'amener contre lui, qui est là, que j'ai personnellement vu, c'est pas pour me raconter. Alors, comment se fait-il qu'une dame va acheter l'immeuble dans lequel vous êtes locataire avec votre bailleur, qui d'ailleurs est en fuite, et vous vous retrouvez naturellement où elle te convoque parce que trouble de jouissance, entre-temps, tu ne la connais pas, en principe, puisque c'est le bailleur que tu connais. Tu ne connais pas cette dame qui a acheté. Si elle a un problème avec son immeuble, elle n'a qu'à voir celui avec qui elle a acheté, qui est votre bailleur. Vous avez au cas votre bailleur. Mais d'où vient-il que cette femme va vous porter plainte? Et pour moi, je voulais bien voir le motif. Heureusement, puisqu'on n'a pas permis qu'il appelle un conseil, il a vu le motif seul sur la plainte qui disait trouble de justice. Comment se fait-il que sur la base du trouble de jouissance, vous vous retrouvez, n'est-ce pas, gardé à vue, puis déféré? Et ce qui fait mal, c'est que lorsque nous parlons comme ça, les gens pensent que nous parlons peut-être pour nous. Mais je vous assure, c'est le jour où vous serez dans cette situation que vous comprendrez exactement ce que ça veut dire que d'être bafoué dans ses droits. Je veux bien qu'on enferme quelqu'un parce qu'il a posé des actes qui ne sont pas lui. Il a posé des actes, qu'il est hors la loi. Si Père Jean-Jacques, je suis, si je pose un acte que la loi condamne, mais qu'on m'arrête et qu'on m'enferme, qu'on me punisse, mais ça fait mal que de voir que quelqu'un subit ces choses. Et je vous dis, on parle comme ça, et il y a des problèmes dans les unités de police judiciaire. Cette légion, ça c'est un cas que parce que peut-être qu'aujourd'hui ils ont eu affaire à quelqu'un qui sait ce que c'est que ses droits et qui veut les défendre par tous les moyens. Mais il y en a qui sont victimes comme ça et qui se résignent. Parfois, c'est des sommes exorbitantes d'argent que vous dépensez pour sortir de là. Et je vous dis, ces gens qui ont ce petit pouvoir, avec petit p, qui se prennent pour le nombril du pape, n'est-ce pas, posent des actes au quotidien et ils rentrent à la maison le soir, regarder leurs épouses et leurs enfants, ils sont contents. Et je me demande comment un être humain normal peut dormir sachant qu'il a posé un acte contre quelqu'un et il sait que cet acte-là n'est pas un acte normal. Il faut encore le rappeler, le prince a cité les articles de gloire. Il faut encore ajouter que la garde à vue est une exception et non la règle. La privation de liberté est une exception. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent quand vous cautionnez du n'importe quoi. La privation de liberté, et ça peut vous arriver. Pas parce que c'est lui aujourd'hui et que vous ne l'aimez pas sa tête, il est trop mince, il ne mange pas comme j'avais vu certains dire. C'est bien beau. Mais ça peut vous arriver demain. Et quand vous prenez un des vôtres, et c'est là où vous allez ressentir dans votre chair que ça fait mal. Même ce commandant de brigade, ceux qui ont accompagné Jean-Claude Ndongo, qui pose ce genre d'acte avec ces éléments. Mais je suis arrivé là-bas quand le prince justement m'appelle, j'arrive, j'ai trouvé des gendarmes. Je vous assure, c'est comme si vous avez des problèmes particuliers. C'est comme si vous discutez une fois au quartier ensemble et que bon, il a profité de ça pour vous régler le compte. Mais vous vous posez la question de savoir si l'OPJ qui est devant vous, vous allez la rencontrer dans un couloir quelque part un jour. Quand il pose un acte contre vous, moi-même qui suis parti, ça dit ça avec beaucoup de mépris. Il a même présenté, c'est le révérend père, c'est un prêtre. C'est-à-dire que un gendarme, je ne sais pas, il était en civil, je ne connais pas son grade, parce qu'il a un peu à accrocher là, il a un peu un tas de muscles, il pense qu'il est dur au père et qu'il ne mourra jamais. C'est terrible. Sans vous couper, il faut quand même qu'on précise, hein,
C'est vrai qu'on vit dans une société où il y a une certaine manipulation, une certaine, je voudrais dire même, peut-être ma foi, la réalité qui se passe au Cameroun, on constate que la haine prend de plus en plus, gagne de plus en plus de terrain. Mais j'ai envie de vous dire ici, au-delà, c'est nous qui avons fait face à ce genre de réalité. Moi, depuis le lycée, à Banganté, j'ai fait la cellule plusieurs fois, puisque vis-à-vis de mes positions, j'ai pas vu même des autorités, des personnes qui sont ministres aujourd'hui. On était devant la brigade, le commissariat de Banganté, on m'a arrêté pour certaines réalités, mais j'ai trouvé la liberté. Mais ce que je veux dire, c'est vrai, on a des agents de police ou de gendarmerie qui sont véreux, mais reconnaissons tout de même qu'il y a ceux qui font un travail exemplaire. Ça peut plaire aux gens ou pas. J'ai envie de citer ici l'officier Souga du commissariat de Médon, qui est un monsieur exemplaire, je dis très professionnel dans ce qu'il fait. J'ai envie également de citer ici, là, on a parlé de lui, du moins de son domaine de compétences dans les réseaux sociaux. Il s'agit du directeur, du patron de la direction de la police judiciaire de Douala, Bruno Glédé, qui est un monsieur qui fait un travail. J'ai doute fort qu'il est un commissaire ou bien un agent de la police qui fait le genre de travail que ce monsieur fait. J'ai été choqué de voir sur la toile qu'on dise que quelqu'un est mort parce qu'on l'a tabassé, bastonné au sein de son commissariat. Je n'ai pas eu la force pour faire un texte, puisque les personnes qui ont contacté, ceux qui ont produit ce texte, m'ont également contacté. Pour besoin d'informations, j'ai demandé des preuves, j'ai recoupé, mais il en sort que ce n'est pas le cas. Bon, voilà des réalités. Mais il faut dire, ça arrive parce que, pour des raisons politiques, disons-le, les hommes politiques profitent de cela. Mais nous avons pour mission de dire, j'ai lu également des commentaires, j'ai envie d'implorer ici l'indulgence de ceux qui nous regardent. Donc, quand on demandait pourquoi j'invite Jonathan Tsi, tout ça, je vais vous dire, sur le plan objectif, sur le plan des idées, lui et moi ne partagent pas les mêmes. Naturellement, il faut bien le dire. Mais cela, il faudrait qu'on dise au Camerounais que ça ne doit pas nous amener à nous regarder en chaîne de faïence. Ça ne doit pas faire de nous que je vois Jonathan Tsi de nous parce qu'il est victime d'un abus. Et puis je commence à lui dire non, évitez cela, vous tombez dans le piège des politiques et c'est très dangereux. Et dans la même logique, M. Paul Chouta, j'ai fait une publication à Facebook également pour dénoncer cet état de choses. Parce que si nous restons inertes, si nous ne parlons pas, si on ne dénonce pas, mais voyez-vous, il faut des gens dans la société. Beaucoup vont dire non, ils vont te tuer, ils ont tout. Vraiment, attendez un peu. Si Jésus-Christ ne mourait pas pour que nous ayons la vie comme nous sommes là et qu'on soit en train de parler de lui dans les églises, mais que serions-nous aujourd'hui? S'il n'y avait pas des martyrs, s'il n'y avait pas des Oumyobé et qu'on sort pour l'indépendance du Cameroun, où serons-nous? Dans la vie, il faut parfois qu'il y ait des gens qui vont dénoncer. Si tout le monde reste, on dit on va faire comment? On va faire comment? On va arriver où? Parce que même celui qui est bourreau aujourd'hui peut être victime demain. Je me souviens, moi je suis allé défendre un capitaine de compagnie. Je ne veux pas le citer ici pour des raisons de discrétion, pour des raisons évidentes, mais qui était comme un compagnie et Mombo. Tout le monde qui a suivi cette histoire à Yaoundé, ça a fait boum. À un moment donné, il a été accusé par une dame d'avoir escroqué, de faire ci, ça et tout, où j'ai d'avoir pris le parti de la dame, parce que tellement elle pleurait, elle avait presque toutes les preuves, et le type ne niait même pas que, effectivement, mais sauf que la femme exagérait parce qu'elle avait ses intérêts, elle voulait l'homme et tout et tout. Ce monsieur s'est retrouvé assigné en justice par la dame, où il a été entendu au sein, capitaine, commande de compagnie, des Mombo. J'ai été son témoin avec l'ex-directeur général de Sky One Radio, M. Eric Oyonueva. Nos procès-verbaux sont là-bas. On a été auditionnés, comptez ses témoins. Donc pour dire que celui qui aujourd'hui pense qu'il a le pouvoir, il peut se retrouver demain en difficulté. Et nous serons là pour dire que non. Pour dire que ce que vous dites, M. Paul Chouta, effectivement, j'ai fait une publication sur la toile où j'ai essayé. On dit, ah, c'est pas une il est juste comme tout. Je dis, mais attendez, Prince Jonathan Tsi et moi d'ailleurs sur le plan, l'affaire Kamto, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas du tout, pas du tout. Mais j'ai dit à ces gens que, attendez, vous connaissez Prince Jonathan Tsi sur l'affaire Kamto. Moi je le connais depuis des années, où il lutte contre les abus. Maintenant, c'est un homme politique. Il a ses visées politiques. C'est un parti politique. Il a ses alliés politiques. Maintenant, si les politiques sont du RDPC, c'est normal qu'il soit avec eux et qu'il les défende contre Kamto. Moi, je ne partage pas ce point de vue par rapport à Kamto, mais ça ne m'empêche pas de penser qu'il est victime d'une injustice qui peut arriver, qui peut m'arriver demain. Donc, pour revenir et dire que franchement, nous devons dénoncer ce genre de choses. Je pense que les magistrats, les OPJ devraient avoir un corps humain. Parce que priver quelqu'un de liberté, c'est le tuer. Vraiment, quand quelqu'un vient vers vous, moi voici, j'ai une oreille sectionnée. Je vous dis, cette oreille sectionnée chez moi, par ma belle-sœur.
avec qui je n'avais aucun... Juste parce qu'elle est venue pour les effets de sa soeur chez moi et que j'ai estimé que comme il y a déjà beaucoup de gens, le brouhaha, je sors, elle dit que je dois rester là par force, bon voici avec l'oreille coupée. J'ai déposé peut-être à la gendarmerie, mais je vous dis, j'ai fait la cellule pour cela. Quand son association est venue, j'ai fait la cellule parce que lorsque on sort le mandat contre les filles, on va... D'ailleurs, au service de recherche judiciaire, nous sommes d'ailleurs au tribunal militaire actuellement, il faut le dire, où j'ai porté plainte au colonel K.O. Lesserge, avec ces éléments du service de recherche judiciaire. J'ai une plainte au tribunal militaire contre eux. On nous a entendus d'ailleurs, nous tous on a fait une confrontation. Donc pour dire que, voilà des gens qui m'ont d'abord pris pour exécuter le mandat du procureur, m'ont pris 70 000 francs CFA. Il faut le dire aux gens. Quand tu es victime de ça, tu comprends ce que l'autre subit. Quand tu n'as jamais subi, tu ne comprends pas. Tu ne comprendras jamais. Alors pour les gens qui me prennent 70 000, mais qui me donnent la photocopie du mandat que bon, le jour que tu vois les filles là, bon, voir comme tu peux faire, appelle-nous. Ça a duré un an, j'ai encore fait mes recherches pour un mois, pour les récupérer. Et quand j'ai fini par les avoir, j'ai pris quelques policiers là qui m'ont aidé à les interpeller. Nous sommes arrivés au service de recherche judiciaire où le mandat était dirigé par le procureur. Ces gars, le lendemain matin, le colonel K.O. me dit qu'il libère les filles. Il libère les filles, je me fâche. Et puis moi, je fais comme je dépose une requête sur le procureur pour dire, mais attendez, quelle histoire? Avec mon oreille coupée, et tout, et tout, et tout. Il prend mal, il estime que j'ai déjà dérangé beaucoup. Alors l'enquêteur m'appelle, me dit, bon, viens essayer un document ici là pour qu'on défaire les filles. Quand j'arrive, on me dit que bon, les filles m'ont côté contre toi, donc on les défait, on te défait. D'accord. Mais vous comprenez que, je vous en prie, ça fait mal. Je vous en prie, ça fait mal parce que quand vous n'avez pas, c'est important, quand vous n'avez pas encore subi ce genre d'injustice, je vous assure, vous n'avez rien compris dans la vie. Moi, j'ai mal parce que je dis, ce sont des pères de famille qui posent ce genre d'actes. Je me demande comment ces gens partent le soir et rencontrent leur famille, ils regardent, tu arrives à faire l'amour à ta femme. Tu fais l'amour à ta femme, tu regardes, on lui dit, chérie, je t'aime. Tu sais bien que tu as posé un père de famille qui est enfermé dans tes machins parce que tu as le pouvoir. Et tu penses que tu es éternel. Pour continuer, je voulais dire aux internautes, j'ai été très surpris, très dépassé, très, je ne dirais pas choqué, de voir l'attitude de Jules Omer Tchenkam quand il est sorti de prison. Après 10 ans passés, comme l'a perdu de sa vie, il est sorti, il a toléré. Je voulais exhorter ceux qui sont un peu très radicaux de suivre cet exemple. On ne peut pas construire une société où on est tout à fait unanime avec les gens. Ce n'est pas possible. Donc, je voudrais préciser ici que cette page, c'est beaucoup plus pour parler de ce qui est mauvais. Parfois, quand les gens font bien, je parle aussi. Donc, du coup, si quelqu'un est victime d'une injustice, même s'il dit avec le diable, je vais parler de cette injustice. Donc, c'était pour dire, c'est parce que j'ai lu des messages vraiment. Rassurez-vous, ici, c'est pour beaucoup plus parler des injustices. Lorsqu'on a évoqué le cas de Ibrahim Bello, vous avez réagi, je n'ai pas besoin de citer les Camerounais qui se sont émus face à cette réalité. On n'a pas besoin de savoir l'obédience politique ou religieuse ou bien tribu. Ça a été une question d'être humain. Aujourd'hui, il a une vie et tout le monde se réjouit. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si Paul disait à... Oui, je laisse certainement, enfin, qu'on poursuit pour que les auditeurs comprennent un peu plus ce que M. Nti a vécu. Aujourd'hui, vous allez passer, je crois, 2 jours au parquet. Un jour au lac. Lorsque vous comptabilisez tout cela, vous estimez que c'est gros, que c'est fort. Hein? Il faut donc porter cette plainte. Mais avez-vous, on a envie de comprendre, pourquoi avez-vous dissocié le problème de la dame et la situation avec le commandant de compagnie? Je crois que ce n'est pas la dame qui apprend au commandant à faire son travail. Jusqu'à preuve du contraire. Je peux dire si je dépose plainte contre vous et que au commissariat et que le commissaire pose des actes contre vous. Ce n'est pas vous, monsieur, qui a pu lui avoir donné les ordres. Même si vous lui avez dit, le commissaire n'est pas idiot. Le commissaire sait quelles sont ses limites. Il connaît que voilà mes limites ici, voilà ce que j'ai à faire, voilà ce que je n'ai pas à faire. Donc, ce n'est pas, je ne peux pas démontrer. La femme me dit que attends, moi j'ai déposé ma plainte seulement. C'est eux, c'est le trouble de jouissance. Moi j'ai déposé ma plainte. C'est à eux de juger l'opportunité de vous arrêter ou de ne pas vous arrêter, de vous placer en garde à vue, de ne pas vous placer, de vous déférer ou de ne pas vous déférer. La femme n'est pas un OPJ. C'est-à-dire qu'elle dépose simplement sa plainte, le reste suit son cours. Quels sont les engagements pris au parquet? Je pense que
pour cela, je crois qu'on a dû, parce qu'il y a eu des engagements, alors il y a des documents qui ont été signés, mais cela, ça a été réglé. Je crois que c'est des problèmes. Quand vous parlez de signature forcée, on vous a amené à signer les documents. Naturellement. Vous n'avez pas vérifié le contenu. Vous savez, lorsque vous avez affaire contre quoi vous a-t-on opposé c'est pour cela que la possibilité d'offrir votre signature? Naturellement, il était question que je recouvre ma liberté. Il était question, pour cela, l'on a demandé, bon, prenez tel engagement. Non, je voulais, vous couper. Moi, je voulais que le président Jonathan Ti soit clair. Permettez-moi, Père Jean-Jacques. Je crois que je vous l'ai dit, il faut rappeler que vous étiez au parquet. On a demandé des garants, je crois que vous vous êtes présenté pour que je sois libéré. Vous, monsieur le directeur, parce que je vous ai fait appel, monsieur le directeur. Voice Radio, vous pour des idées, vous avez été, on a demandé 2 garants pour que je sois libéré. Mais maintenant, en ce qui concerne la plainte avec le commandant de compagnie, M. Ndongo, je pense que je continue de dire que la dame, ou alors les personnes qui ont porté plainte, je ne vois pas en quoi est-ce que je pourrais leur en vouloir. Ce n'est pas eux qui m'ont enfermé, ce n'est pas eux qui m'ont déféré. C'est pas eux qui m'ont retenu contre moi. Mais c'est quand même un élément de cas de l'opération. Non, oui, maintenant en saisissant ici, maintenant je peux leur poursuivre dans le cadre de la procédure si maintenant les faits pour lesquels ils m'ont porté plainte ne sont pas établis. Mais permettez que je vous pose une question. Monsieur Jonathan, je ne sais pas. Est-ce que les faits, supposons qu'il y ait un abus d'autorité de la part du commandant, est-ce que au niveau des faits qui vous sont reprochés par la dame, avez-vous tort ou raison? Je vous ai pris un cas simple, je vous ai dit de manière très claire, pour vous expliquer que comment pouvez-vous concevoir déjà que le délit ou alors le motif de trouble de justice ne peut pas tenir. Si vous avez un local que vous occupez, vous avez un contrat de bail dûment signé et enregistré aux impôts, monsieur Tuna, même si la... Vous avez ce contrat avec la dame? Non, pas avec la dame. Quel genre la dame dans cette affaire? Je ne connais même pas la dame. J'ai mon contrat avec mon bailleur, le monsieur qui nous a depuis 10 ans. Maintenant, je ne connais pas la dame. Qui est cette dame? La femme dit qu'elle aurait acheté la maison chez comment vous appelez? Chez votre bailleur. Oui. Ce qui pourrait d'ailleurs être son droit, même si ça peut être même en violation de l'autre. Est-ce que vous avez été notifié quand même? Parce qu'il y a un préavis. C'est la raison pour laquelle je dis que vous il y a donc un respect. Quel doit être votre attitude désormais? Il y a donc maintenant un fait. La dame, si elle a donc acheté la maison, logiquement, elle pourrait nous notifier que bon, désormais, vous pourrez payer les loyers chez nous parce que même si cela pourrait être en violation de notre contrat de bail qui prévoit, je rappelle, que puisque nous occupons le local de manière commerciale, pour que la maison soit vendue, elle devrait d'abord nous la proposer. Parce que vous êtes quand en place de ces préavis, elle est juste venue vous arrêter. Je dis, elle a voulu venir entrer dans notre local pour faire des travaux. Nous nous sommes opposés et d'où elle est allée se plaindre. C'est la raison pour laquelle, jusqu'ici, je n'ai pas envie au risque de me retrouver en train de commenter la procédure qui est pendante en justice, de rentrer dans ce débat. Est-ce que lorsque la dame est arrivée, vous avez appelé le bailleur avec qui vous avez un contrat? Naturellement. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a déjà que son téléphone déjà ne passe pas, il n'est pas joignable. Et ça fait la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps quand même, ça fait un bon bout. Et puis, mais néanmoins, là, c'est ses représentants qui sont là, qui viennent constamment. Et vous avez joué ces représentants? Naturellement. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bon, dans ce cas, il se trouverait qu'il aurait eu cette transaction, puisque les représentants ne peuvent pas nous donner des informations dont nous avons besoin de manière fiable. Alors, suppression pour recouvrir votre liberté, il y a donc cette contrainte. Vous êtes poussé de signer. Oui, naturellement, c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs adressé une lettre encore ce matin au parquet, notamment au procureur de la République, parce qu'il faut rappeler que le procureur de la République n'avait pas demandé notre déferment. Sur la plainte, M. Mekagé, celui qui a solutionné la plainte, il a dit enquête et compte rendu. Nous allons d'ailleurs écrire. Et là, on a assisté à enquête et déferment. C'est la raison pour laquelle nous avons pris dans les dispositions. Nous avons écrit au procureur de la République ce matin. Et nous avons écrit même au procureur général et même au ministre de la Justice pour lui faire comprendre cet état de choses. Néanmoins, je crois que en ce qui concerne ce domaine-là, nous sommes en train de poursuivre des diligences. Ce cas d'abus grave, vous entendez que cela a un impact sur la situation qui vous oppose à la dame désormais? Non, monsieur Biassi, vous allez remarquer que si je n'évoque même pas la dame à la plainte, elle n'est évoquée nulle part.
Donc, la dame n'existe pas pour vous. Pour moi, jusqu'ici, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais, comme je vous l'ai dit, lui. Que ferez-vous si elle remet ça? Maintenant. Parce que non, la signature, ou du moins l'engagement, c'est un peu pour contenter la dame. Et si ces obligations ne sont pas respectées, on va faire face au même problème. Et non, c'est pourquoi je vous ai dit le commandant c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons pris des dispositions dans le but de contrer. On n'est pas des idiots en même temps. On peut vous amener à dire ça, mais vous avez des dispositions. Vous prenez quand même des dispositions pour dire. On vous a compris comment? Je veux comprendre. Non, on vous a mis le fait à repasser, on vous a mis. Je vous ai déjà d'abord dit que le contexte dans lequel on m'a arrêté et on m'a gardé était illégal. Je crois que je voulais le faire remarquer et je vous dis c'est la raison pour laquelle je dis que cette arrestation et cette garde à vue, vous avez remarqué que je parle là de séquestration. Parce que ça n'a rien d'une garde à vue. C'est la raison pour laquelle je dénonce cela et je dis que la justice soit, parce que nous avons saisi les autorités compétentes et nous demandons que... D'accord, vous dites dans le texte que j'ai en main, dans la plainte, que la justice vous a élargi. Quelle a été la décision de la justice? Non, en vous élargissant, lorsque la justice vous élargit, ce n'est pas la justice, c'est le parquet. Je précise bien le parquet. Bon, du moins, quand je dis justice, je fais référence à... Non, c'est très différent. D'accord, disons le parquet. Il faut très bien, parce que c'est le parquet qui vous poursuit. Il vous prend et vous met devant le juge, on vous juge. Donc, le parquet vous élargit, on a d'abord demandé 2 garants. Et que nous allions nous entendre avec la personne, alors nous allons trouver un arrangement avec la dame, parce que jusque-là, l'affaire était un peu confuse, c'est la raison pour laquelle l'affaire, en réalité, n'est pas une affaire qui est terminée. Élargir ne veut pas dire que vous êtes libre. Mais néanmoins, vous jugez maintenant, l'affaire va poursuivre son cours et puis... D'accord, avec l'autorisation de votre autorisation, j'ai envie de lire ici le constat, le procès verbal, parce que c'est aussi important, vous avez... Tout à fait. Ça c'est une copie, je crois, c'est étude de Maître Fouman. Maître Fouman, Fan Sylvain. Nous sommes ici, procès verbal, le constat, l'an 2019 et le 10 du mois d'avril à 8h. À la requête de M. Nti Belanga Jonathan, demeurant à Yaoundé, lié sur le téléphone, bon, je ne vais pas aller ici, lequel m'a joué au téléphone et m'a exposé qu'il occupe à usage d'habitation un appartement d'un immeuble 6 au quartier lié sur le Yaoundé, que dans la journée du 9 du mois d'avril de l'année en cours, il a déféré à une convocation de M. Ndongo, commandant de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1, que s'étant rendu à la dite compagnie 6 au quartier du Lac, et après avoir pris connaissance de la plainte, grande a été sa surprise de constater qu'il est accusé autant pour moi par Dame H. Bello Nana de trouble de jouissance. Qu'après avoir été entendu après confrontation, il a été placé en garde à vue en violation de l'article 118 du Code de procédure pénale. Que depuis lors, il est enfermé dans la cellule de cette compagnie, éloigné de ses 2 enfants dont la garde lui a été confiée après la séparation de leur mère. Que pour les besoins de la cause, la sauvegarde de ses droits et ses intérêts, il sollicite mon transport sur les lieux à l'effet de constater la matérialité des faits et d'engraisser un procès verbal régulier et authentique de mon ministère, ce qu'il l'appartiendra. Bon. Déférant à cette réquisition verbale, j'ai sous-signé Maître Mbolo Messina Martine, huissier de justice intérimaire à l'étude de Maître Fouman Fan Sylvain Bernard, huissier de justice à la première charge près de la cour d'appel du centre et des tribunaux d'instance de Yaoundé, étude de 6 au 2e étage de l'immeuble Papadompoulos, Eli, lieu dit monté en rouge téléphone patati, demeurant et domicilié, me suis instamment transporté au lieu susdit où étant est constaté qui suit la maison qui fait office de domicile de Nti Belanga Jonathan est située au carrefour Eligesono à Yaoundé, lieu dit Grand Moulin. Pour y arriver, j'emprunte en direction de Toameki la route non bitumée 6 à droite après l'immeuble qui abrite l'hôtel Grand Moulin. Je parcours environ 100 mètres puis l'atteins 6 à droite. Il s'agit d'un grand immeuble RS4 au mur externe couvert de carreaux jaunes dont le rez-de-chaussée est sécurisé par 5 portails métalliques à 2 battants chacun peints en marron. J'y accède en franchissant le 2e portail, 6 à l'entrée à droite,
J'emprunte l'escalier 6 au rez-de-chaussée qui fait office de parking du dit immeuble et arrive au 4e étage où étant j'actionne la sonnerie fixée au mur à l'extérieur. Au bout de quelques minutes, une dame de teint clair à la taille moyenne et légèrement cambrée ouvre la porte. Après lui avoir présenté l'objet de ma visite, celle-ci se présente comme étant Madame Tom Akessem Marie Assomption, la ménagère de ce domicile. Par la suite, elle m'invite à y entrer et je note que le dit domicile est composé d'une salle de séjour, de 2 chambres, d'une cuisine et de 2 salles d'eau. Je constate la présence dans la salle de séjour de 2 petits enfants, tout en larmes, donc une petite fille de teint noir, vêtue de pantalons de couleur jaune et d'une mini-robe de couleur rouge coiffée en rasta. Un petit garçon de teint noir, vêtu d'un pantalon de couleur noire et d'un tricot de couleur blanche. Poursuivant mes constatations sur mon interpellation, dans Tom Akessem Marie Assomption, CNI numéro contactant dérivé le 7 août 2012 à Yaoundé, CE06 par Martin Bagangele, né contactant à Yaoundé, fille de Kessem Charles et de Zobo Marie-Thérèse, couturière demeurant à Yaoundé Baladou. Déclare spontanément, le 9 avril 2019, Sionti est sorti le matin pour se rendre à son bureau, situé au 1er étage de cet immeuble. Moi, je travaille de 7h à 17h. À 17h, je suis rentré chez moi, laissant les enfants endormis. Ce matin, 10 avril, quand je suis arrivé, j'ai été surprise de constater que le portail était fermé et que les enfants pleuraient à l'intérieur. Ce qui n'est pas toujours le cas, car chaque matin, à mon arrivée, c'est M. Nti qui m'ouvre la porte. Compte tenu du fait que j'ai le double des clés, j'ai ouvert la porte et j'ai constaté que ces 2 enfants sont seuls, abandonnés à eux-mêmes et en train de pleurer comme vous aussi, vous le constatez. Plus rien n'étant requis, ne restant à constater, j'ai rédigé puis clos le présent procès verbal de constat à 10h pour servir et évaluer ce que de droit dont le coût de 20 000 francs CFA employé pour original et copie 2 feuilles de papier à la dimension du timbre de 1000 francs sont incluses dans le cours de l'acte. Madame Ombolo Messina, huissier de justice internet. Voilà in extenso la substance du procès verbal. Je ne sais pas si... Justement, M. Nti est donc aujourd'hui dans ce labyrinthe, cette situation incompréhensible, voilà, qui évoque cet abus grave. D'abord, le problème nous amène sur 3 paliers d'incompréhension avec votre bailleur, avec la dame, avec le commandant de compagnie. Comment vous comptez résoudre tout ça? Quelle est la solution que vous souhaitez dans cette affaire assez touffue? De toutes les façons, je pense que la justice reste et demeure la solution, ou alors sera la solution, parce que ni moi ni toutes ces personnes que vous avez citées ne sont au-dessus des lois. Alors c'est la raison pour laquelle la seule chose que nous souhaitons, moi personnellement, c'est que les droits de chacun soient respectés. Personne n'est au-dessus des lois. Ça veut dire qu'au lieu d'embastiller les gens, de les contraindre, de les amener à être enfermés, ainsi de suite, moi je pense que si les droits de chacun sont respectés, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de problème. Donc je pense pour ma part que chacun de nous devrait jouer son rôle, que les autorités, notamment le commandant et autres qui sont en charge de l'affaire, poursuivre tranquillement leurs enquêtes. Ça va permettre que la justice soit. Vous êtes ici aujourd'hui, ou alors nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il y a eu une violation. Il y aurait eu respect de tous ces droits que personne ne sait. Il faut constater que vos enfants ne dorment pas facilement. D'abord, peut-être éviter de révéler son identité. Mais peut-être qu'ils sont traumatisés. Non, si je rentre, je ne vais pas. Elle est fatiguée, je pense que voilà. D'accord, nous sommes presque à la fin. Je pense que oui, oui, on a tellement de choses. On peut épiloguer ici par rapport aux abus que subissent les Camerounais au quotidien dans des unités de police judiciaire jusqu'au matin. Peut-être jusqu'à après-demain, toute une semaine, on ne va pas en finir. Mais ce que je voudrais dire, d'ailleurs, je salue les OPJ tantôt qui travaillent bien. Il y en a qui travaillent très très bien. Il y a beaucoup d'exemples. C'est-à-dire que des OPJ, j'ai été surpris une fois, c'est pas peut-être 5 ans aujourd'hui, c'est la seule fois depuis que je suis un homme et que je parcours les unités de police judiciaire, la seule fois où j'ai entendu
j'ai oublié le nom de cette dame, c'était une dame officielle de police à la PJ centrale ici. J'accompagnais quelqu'un qui était mis en cause dans une affaire. Je vous dis, cette dame a lu les droits, a lu ses droits aux mises en cause. C'était la plus, c'était extraordinaire, c'était comme à la télévision. Moi, j'ai apprécié. Qu'est-ce qui coûte à nos OPJ, à certains OPJ, de lire les droits de celui qui est mis en cause? Quand on sait d'ailleurs que quand vous êtes mis en cause, vous êtes présumé innocent. D'après le code pénal camerounais, même si on t'attrape la main dans le sac, même si on t'attrape que tu as fait un crime, tu es d'abord présumé innocent. Mais quand tu arrives devant un OPJ au Cameroun, certains OPJ, comme je disais, c'est comme si vous discutez comme au quartier. C'est-à-dire, c'est comme si vous connaissez quelque part avant, il prend, c'est devenu son problème. Mais qu'est-ce qui explique que pour une affaire de trouble de jouissance, on retienne, comme ils appellent le TPH, de mise en cause, d'un suspect? Vous retenez ce téléphone sur la base, de quoi avez-vous peur? Je suis surpris. Le téléphone aurait pu éviter qu'il y ait un drame dans cette maison. Parce qu'on parle comme ça, je vous en prie. Je vous dis, c'est quoi, c'est tout important pour moi, je vous en prie. Parce qu'à l'heure où nous parlons, là, beaucoup sont en train de subir ça dans les unités de police judiciaire. À l'heure où nous parlons, nous, comme ça. Beaucoup subissent ce que nous parlons de Kiolé. Nous sommes au Cameroun, on connaît. Mais je vous dis, la maison aurait pu, il aurait pu avoir l'incendie. L'enfant aurait pu, les petits enfants, moi je les vois, ils sont plus deux, les petits, ils auraient pu partir, même ouvrir la bouteille à gaz. Et ça, c'est que je pouvais arriver, en fait. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Alors, tout au moins, permettez à quelqu'un que vous convoquez de joindre les gens. Vraiment, je suis en difficulté. Même s'il a tué, je suis en difficulté. Est-ce qu'il prenne les dispositions, encore que ce n'est une faveur? La loi vous oblige à le faire. Monsieur, on va vous mettre en garde à vue. Est-ce que vous avez un avocat? D'abord, avant de vous auditionner, d'où vient-il qu'on vous prive d'appeler un conseil? En principe même, dans les... l'OPJ vous dit, si vous avez le droit de garder le silence, c'est de vos droits de vous taire quand on vous convoque. C'est-à-dire que vous dites à l'OPJ, je ne parle pas. Je ne parle pas tant que je n'ai pas un conseil qui m'assiste. Mais vous arrivez, donnez votre téléphone, on l'arrête, on met dans la cage. On peut appeler un avocat, non, vous n'appelez personne. Il y a des cas exceptionnels où quand c'est une affaire de braquage ou bien de gang, on sait que vous pouvez appeler vos complices pour les jouer. Là, c'est normal que l'OPJ retienne vos TPH, vos téléphones portables, pour pouvoir, n'est-ce pas, empêcher que vous puissiez communiquer avec vos complices. Encore que dans ce cas, même si on retient votre téléphone à vous, vous pouvez prendre un numéro sous le contrôle de l'OPJ et appeler avec un téléphone que lui-même peut vous donner pour garantir vos droits de défense. Parce que l'un des principes universels de droit, c'est le droit à la défense. C'est-à-dire que vous avez le droit, on doit vous garantir le droit de vous défendre devant, c'est-à-dire qu'à tout niveau. Mais quel est ce pays où on vous convoque pour un rien, on arrête vos téléphones, on les balance là-bas, on vous traite comme un moins que rien. Vous n'avez de trouble de jouissance. Ça fait mal. Et je dis, aujourd'hui, le commandant Jean-Claude Ndongo, commandant de compagnie Yaoundé 1, peut se réjouir qu'il n'y ait pas eu un drame dans cette maison. Il peut se réjouir parce que ça aurait pu être trop grave. Et je suis sûr que la dame qui allait, c'est parce qu'elle lui a trop fait là-bas, où elle est tellement jolie au point où il a commencé à se dire pour t'aider, je vais t'aider. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette dame ne serait plus là pour répondre du gramme. Et ça tourne parfois en une seconde, on tourne nos grammes là. Là, on tourne nos grammes. Lui-même, si Jonathan pouvait tomber là-bas dans la soirée, comme il a suffoqué le matin, il pouvait tomber là-bas, il décède. Mais vous vous retrouvez avec des cas comme ça là, ça ne dit rien à personne. Je vois des gens à Facebook qui sont là, ils disent que c'est bien fait pour lui et tout. Mais tu oublies que toi, tu vas arriver. J'ai dit, monsieur Edgar Alem-Bongo, le voilà, il est là-bas, il rase les murs. Il était le ministre de la Terre. Hein. Il y a plein de colonels qui sont à la prison militaire, je connais. J'y ai fait un tour plusieurs fois, j'avais des amis là-bas aussi, hein, qui commandaient cette prison-là à un moment donné. Il y a des capitaines qui sont là-bas. Hein. À Konengi même, il y a plein de commissaires de police. Qui sont devenus très chrétiens. Oui, oh non.
Très chrétien, il croit en Dieu là-bas désormais. C'est-à-dire quand on t'arrête comme ça là, toi l'ancien commandant qui était le Dieu, le Tout-Puissant et tout, tu pensais que tu ne vas jamais mourir un jour. Mais je demande à ces gens-là, quand vous irez en retraite, vous allez faire comment? Un papa ndongo. Papa ndongo, yon ouais carré carré ouais comme ya. Donc ouais carré retraite. Tu ne vas jamais en retraite un jour. Mais dis-toi que même ton enfant pourra avoir un problème demain et il y aura quelqu'un d'autre qui sera assis. Ça peut être même la fille de Dieu Jonathan qui pouvait mourir ici comme ça là. Ça peut être ceux qui sont gardés là-bas à vue, n'importe comment là. Ça peut être aussi des enfants qui pourront être assis à ta place, là où tu es assis là aujourd'hui. Et que son enfant est assis, le père lui a raconté une histoire comme ça, et puis ton enfant s'amène là et qu'il a un problème. Tu vas caler là? Non. Avant toi, il y a eu des gens, mon capitaine. Avant toi, il y a eu des gens. Après toi, il y aura des gens. Mais il faut qu'on arrête ça. Penser qu'on est immortel et qu'on peut tout faire parce qu'au nom de l'argent, de la corruption et tout ça là. Mais c'est des foutaises ça. Mais là où Dieu nous a tous gagnés, c'est qu'un jour nous jouons tous. Et plus c'est là-bas. Non, on va tous. Allez, tu étais commandant des gars, prêtre, pape, tout ça là. Je ne me réjouis pas. La cathédrale de Paris a brûlé en tension. Bon, d'accord. Pour le désir, je crois qu'on va mettre un thème. On va rester aux côtés de Jonathan Ti pour continuer de suivre cette affaire qui commence à enfler. On imagine que dans quelques jours, elle va prendre des proportions inquiétantes. On sera là pour encadrer, de manière à ce que les internautes suivent de près cette actualité. D'accord. Prince Jonathan Ti, un mot pour sortir. Je continue de dire que, en dépit de ce qui est dit, il faut rappeler, comme le disait le père Jean-Jacques, lorsque nous posons des actes, moi je pose des actes légaux. C'est-à-dire, comme on dit communément au quartier, je ne gère pas le bavardage. C'est-à-dire que si je suis convaincu de ce que je dis ou de ce que je fais, je pose mon acte. Si le commandant, c'est-à-dire le commandant de compagnie que je incrimine aujourd'hui, estime que ma plainte n'a pas sa raison, c'est son droit le plus absolu, il va certainement me poursuivre. J'ai été gardé là, non, j'ai été convoqué, non, tout ce que j'ai dit est fondé. Alors, a-t-on entendu un jour que pour des motifs, pour des raisons aussi basiques, trouble de jouissance qui ne constitue, moi je parle selon la loi, que prévoit la loi. La loi dit que, sauf cas de crime ou délit flagrant, quelqu'un qui a une résidence connue ne peut pas faire l'objet d'une garde à vue. Nous sommes ici dans mon domicile. On m'a convoqué, je me suis présenté. Pourquoi ne pas me demander de payer une caution s'il tenait tant, ou alors il craignait tant que je ne peux pas. Et dans le cas d'espèce, le trouble de jouissance, non seulement n'est pas constitué, mais n'est pas un crime. Pourquoi me placer en garde à vue? Pourquoi me déférer? Pourquoi me priver de tous mes droits? Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai saisi le MINDEF, le secrétaire d'État à la défense chargé de l'Amérique. Tout à l'heure, je vous ai dit demain, nous allons d'ailleurs déposer une plainte au tribunal militaire par nos conseils, parce que demain matin, nous saisissons au tribunal militaire, parce que nous estimons que l'audition n'était pas une audition, ou alors ce qui s'est passé, c'était une séquestration, et les personnes qui nous auditionnaient étaient armées. Ou alors qui nous interrogeaient, moi j'appelle ça une interrogatoire, pardon, était armé. C'est la raison pour laquelle nous saisissons le tribunal militaire pour que ces personnes rendent compte, parce que rien ne s'est fait selon. Il faut rappeler que lorsque vous sortez déjà du cadre de votre, du cadre de la loi ne vous protège pas. Parce que l'officier, c'est là écrit dans le procès verbal, l'officier de police judiciaire agit en vertu de la loi, c'est-à-dire le code de procédure pénale qui encadre son action. S'il sort déjà de ce cadre-là, je veux qu'on me dise en quoi, ou alors sur quoi il compte. Alors, en ce qui me concerne, peut-être les personnes qui parlent, elles ne me connaissent pas très bien, je suis un homme très téméraire. Lorsque je sais que j'ai raison, je ne plaisante pas, je ne recule pas. Quitte à ce qu'on me tue, je suis prêt. En ce qui concerne mes enfants, vous avez remarqué, je vous l'ai dit que je vis ici avec mes 2 enfants, je suis prêt pour mes enfants. Et j'irai, quel que soit le lieu où il faudra que j'y arrive, je le ferai. Et ça ne fait que commencer. Et nous irons. Tout ce que je demande, c'est que l'on respecte mes droits. Je ne demande à personne de me faire une faveur. D'accord. Merci beaucoup. Je veux juste qu'on respecte mes droits. Tout simplement. Je vous ai appelé en tant qu'homme de médias et vous me permettrez de chuter sur la sortie. Il se trouve, je voudrais encore le dire ici, je suis président d'une association des droits de l'homme, membre de la société civile. Je suis un homme politique. Je peux ne pas être d'accord avec vous, M. Bia, avec votre ligne politique, avec vous, votre ligne politique, vous, M. Tuta, tout comme c'est le cas avec Père Jean-Jacques. Ça ne veut pas dire que
non seulement j'ai un problème avec, vous, non. Je prends le cas, nous parlons français, je prends le cas de la France. En France, il y a la droite, il y a la gauche, il y a les républicains, il y a le parti de Marine. Les écologistes, il y a plusieurs. Les écologistes. Ça veut dire que chacun a sa ligne politique. Ne pas être d'accord, si la droite, un socialiste n'est pas d'accord avec un républicain en France, ça ne veut pas dire qu'ils sont des ennemis. Non. Mais lorsqu'il y a un drame, comme par exemple le drame qui est en train de se passer actuellement en France, tous peuvent converger pour se dire que non, ça là, ce n'est pas bon. Je veux ajouter en disant, dans un accident de la circulation, je prends le cas puisque l'accident de la Yaoundé est devenu, a rebattu le record mondial. Ça ne choisit pas le boulot, ça ne choisit pas le Bamileke, ça ne choisit pas le nordiste, ça ne choisit pas un militant de tel ou tel parti. Du coup, pour dire, vous savez, François Sponi, vous savez pourquoi il est mort, les conséquences de la malgouvernance. Donc, c'est une manière de dire que ce que vous dites effectivement, nous devions contribuer parce qu'il y a des médias qui jouent ce rôle de manipulation, contribuer effectivement, éviter ce genre d'égarement. Donc, ici, je vais conclure en disant que pour ceux qui ne le savent pas, cette page, c'est une page qui est faite pour dénoncer ce qui ne marche pas. C'est un couloir que nous avons choisi et lorsqu'on entre dans ce palier et on ne choisit pas, il n'y a pas je voudrais dire, de discrimination envers quoi que ce soit parce que l'injustice, ça ne choisit personne. Ça frappe tout le monde. Donc du coup, pour tous ceux qui sont victimes d'injustice, ils peuvent tout simplement, il y a le numéro WhatsApp sur la page, ils peuvent nous contacter par là. Mais rassurez-vous que davantage, vous avez des éléments de preuve. Soit il y a des téléphones aujourd'hui qui peuvent enregistrer, qui peuvent filmer discrètement. En cas d'injustice, quel que soit d'où vous êtes, contactez-nous, nous allons dénoncer cela. Paul Désir, c'est son travail au quotidien. Chaque matin, il fait un travail extraordinaire dans son média pour dénoncer ce type de dérive. C'est ce que nous pouvons à notre niveau apporter pour changer le pays. Et vous êtes très d'accord avec nous qu'aujourd'hui, avec les médias traditionnels, les réseaux sociaux, les injustices reculent un peu. Ces ministres ont peur. On est surpris de voir Malachi Malaouda faire des tweets, faire des trucs. C'est ce qui était rare. Il faut dire, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous. Ne sachons pas seulement critiquer, nous devons aussi, à notre niveau, porter cela comme notre combat personnel. Donc, du coup, on a notre ami Gilbert Patrick Simeon, vraiment, Claire Sardina qui nous assiste. Sachez qu'on ne peut pas vivre dans un Cameroun tout simplement en sardiner ou bien en tontiner. Donc, sachez, en toute mesure, savoir qu'il faut tolérer, il faut cultiver l'esprit de tolérance, de convivialité, de cohabitation. J'ai envie de chuter également pour convoquer le cas de la négritude. Les pères de la négritude n'étaient pas des racistes. Ils combattaient le racisme tant toutefois véhiculé le racisme. Ils combattaient le racisme en créant un environnement de vivre ensemble. Si nous critiquons chez les uns ce qui est mauvais, nous devons prêcher par le bon exemple. Donc d'ici à là, merci infiniment. Pour vos services ce soir, j'étais avec Paul Désir. Je voulais demander à Paul de m'inviter en direct à sa radio, non? Pour votre radio, moi je aussi Il n'y a pas de souci. plateau. Vous êtes invité, puisque nous sommes dans cet élan de vous encourager, de dénoncer, de vous soutenir. Donc on accepte en direct, peut-être que ce sera relayé plus tard. Lorsque vous allez faire cette émission. Moi je viens là-bas, la 103.0, la Voice Radio. À partir de 10h, 10h, demain j'y serai. Alors on était également avec le père Jean-Jacques qui a produit un pamphlet il y a quelques mois, qui a beaucoup secoué la toile. Oui, il parlait, on ne peut plus revenir dessus. Ce pamphlet a beaucoup, vous vous souvenez. On a d'ailleurs estimé que j'étais militant du MRC. Ah oui, vous savez, quand on n'est pas d'accord avec soi, on vous traite du MRC. Et je fais tous les jours, je le dis, je ne suis pas dans un parti politique. Père Jean-Jacques n'est pas dans un parti politique, mais je prends position sur les questions de la vie de la nation. Et d'ailleurs, le pape François a réuni les hommes politiques dernièrement. Il a supplié de faire la paix, il s'est courbé et tout. Donc, si quelqu'un dit que parce que je prends des positions qui concerne la vie de la nation, je ne suis plus un vrai prêtre, c'est pour lui là-bas, on vous dit souvent. En tout cas, merci beaucoup, ça a été un plaisir d'édifier encore ceux qui nous écoutent. Et je dis, c'est la semaine sainte, du courage à toute la chrétienté, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Et je demande au commandant, qui n'est pas mon ennemi, au commandant Jean-Claude Ndongo, de la compagnie Yaoundé 1, qui n'est pas mon ennemi, encore moins ses éléments, je lui demande seulement de se repentir et de penser à bien faire son travail. Comme le disait Martin Luther, quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. D'accord. D'ici à là, portez-vous bien. Je vous passe le salut une fois de plus de Siméon Vraiment qui est avec nous ici.
il me promet de me donner une bouteille de Chivas quelque part, même comme je ne pense pas d'accord. Au revoir et prochainement. Cette semaine, nous serons certainement avec Sébastien Ebala qui est trop réclamé. Ça fait longtemps, on ne l'a pas vu. Donc, au revoir.